Alors nous allons le voir après, et immédiatement je vais vous donner quelques incidences, parce que c'est peut-être un petit peu abstrait ce que je suis en train de vous raconter. Quelles sont les applications ou les introductions des principes démocratiques dans l'école? On l'a vu un petit peu avec Jean-Pierre Lebrun à propos de la famille, et c'est du même ordre. Il y a eu une transformation de l'entente des principes démocratiques qui sont introduits dans l'école et qui posent un certain nombre de problèmes. Alors je vais en énumérer 4, il y en a d'autres. Le premier, on en a beaucoup parlé, c'est l'individualisation juridique. Mais ça commence assez tôt avec l'énoncé du droit des enfants. Déjà au XIXe siècle, on parle de droit des enfants. Et puis, dans les années 1970, il y a eu la déclaration des droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, effectivement, on a cette remarque des enfants maintenant, mais maintenant c'est entré dans les esprits complètement. C'est-à-dire qu'on dit aux enfants, tu as le droit ou tu n'as pas le droit, tout petit. Tu n'as pas le droit de faire ceci. Ce n'est pas réfléchi pourquoi tu ne dois pas faire, c'est tu n'as pas le droit. Donc la notion de droit est entrée complètement dans les mœurs et dans les discours et dans l'éducation, y compris l'éducation scolaire. Le problème, c'est que l'individualisation, y compris l'individualisation juridique, c'est une valeur démocratique absolument fondamentale. Nous y tenons tous, bien évidemment. Ça remonte au début de la modernité, la découverte des droits fondamentaux de l'homme. Ce sont des droits individuels. Sauf que la perversion de ce principe individualiste, c'est qu'on a oublié, ou mis de côté, ou effacé, ou occulté la dimension collective de l'individu. C'est-à-dire que jamais, et c'est déjà formulé très clairement au XIXe siècle, dans tout un débat sur l'individualisme et les intellectuels et tout, qu'est-ce que c'est que l'individu, comment c'est, on se trompe sur l'indépendance ou la solitude, l'atomisation que l'on croit voir apparaître à travers l'individualisme, parce que l'individu n'existe, évidemment, qu'à l'intérieur d'un cadre collectif. Alors, je ne vais pas redire ce que Jean-Pierre Lebrun a très bien expliqué tout à l'heure, mais il arrive dans un monde qui est déjà là, il apprend une langue qu'il n'a pas choisie, il va travailler pour la postérité, il a énormément de dispositifs qui permettent de vivre son individualité et qui la garantissent à travers le droit, justement. Donc l'aspect social et collectif de l'individualisme, on ne devrait même pas ou de l'individu, on ne devrait même pas avoir à le repérer. Et il se trouve que depuis une cinquantaine d'années, effectivement, il a été totalement gommé. Et donc on a le sentiment qu'on a des petits atomes individuels qui se promènent dans l'univers et qui n'ont comme seul but que de réaliser leur liberté, leur autonomie. C'est une erreur monumentale, mais c'est comme ça. Et quand ça s'applique dans l'éducation, ça se met complètement en contradiction, bien sûr. Il n'y a pas besoin de faire un dessin avec les objectifs de l'éducation elle-même, avec les conditions. C'est pour ça qu'on a nommé un de nos livres les conditions de l'éducation. S'il n'y a pas quelque chose qui dépasse la vie individuelle, la vie d'un être humain, comme on disait au début du XIXe siècle, de la naissance à la tombe, c'est rien du tout. Ce n'est pas forcément le besoin d'une transcendance ou de quelque chose, mais c'est quelque chose qui dépasse la vie individuelle, qui garantit cette vie individuelle. Et donc l'éducation, y compris l'instruction stricte, l'apprentissage des savoirs, c'est évident, demandez à n'importe quel prof de maths, de physique ou de littérature, que c'est l'intégration de l'enfant dans un monde qu'il n'a pas créé et qu'il ne crée pas lui-même. Et c'est comme disait quelqu'un qui est très connu sur le plan de l'éducation, c'est une entrée dans la culture. Bannir la dimension de ce qui existe déjà et de l'ensemble de l'humanité pour dire ou laisser entendre que l'enfant se construit lui-même, qu'il doit faire son projet et qu'il n'y a rien d'autre, c'est évidemment une aberration, mais on n'est pas très loin, dans certains cas, de voir apparaître cette aberration.
Une auto-éducation comprise dans ces termes-là d'individualisation épuise l'idée même d'éducation, en particulier du point de vue de l'intérêt de la collectivité que nous sommes obligés de poser dans tout acte d'éducation. Donc on voit par exemple les difficultés des enseignants à orienter les enfants, les parents à admettre qu'on ne peut pas laisser tous les enfants choisir, par exemple, l'éducation physique et sportive, parce qu'ils aiment ça, etc. Mais la société ne peut pas vivre avec 20% des jeunes qui vont s'orienter vers ce qui correspond à leur désir, parce que le but ultime, c'est l'épanouissement de chacun. Évidemment, je prends un exemple grossier, mais c'est vrai pour tous les systèmes éducatifs. Il y a un moment, le plus tard possible, évidemment, mais où il faut tenir compte de l'insertion du jeune dans un système social et surtout ce qu'on appelle l'intérêt général, c'est-à-dire de ce dont la société a besoin pour se perpétuer, tout simplement. Donc, une éducation conçue en termes d'individualisation à outrance, on va dire, ne peut pas fonctionner, est en contradiction avec elle-même. La deuxième question concerne ce qu'on a appelé le statut de l'enfant dans la période contemporaine, et ça a été déjà dit, je vais peut-être être plus rapide, mais la modernité qui a bâti l'école pour la démocratie avait tendance à accentuer justement la différence entre l'enfant et l'adulte. Or, aujourd'hui, l'éducation démocratique considère l'enfant comme un individu semblable à l'adulte, de telle sorte qu'il est devenu difficile de penser la différence de l'enfant. Et donc, ce qu'il a à acquérir ou à construire, pour employer le vocabulaire d'aujourd'hui, en tout cas ce qu'il faut lui transmettre pour qu'il puisse devenir un adulte, ce qu'il faut développer en lui. Il est déjà, d'une certaine manière, un adulte puisqu'il est semblable à lui. Donc, difficile de penser les conditions de son éducation. Il est pourvu de droits, c'est une personne pourvue de droits, de désirs légitimes et de la capacité d'affirmer sa volonté, comme cette petite fille qui dit « mais j'ai bien le droit ». Famille et école se sont transformées dans le même mouvement. La famille s'affirme comme un ensemble de relations privées dédiées au bien-être de chacun et l'école se cherche comme un lieu de vie, si possible, épanouissant pour chaque enfant. Ce qu'on perd de vue dans ces changements, c'est l'école comme institution. Institution qui a une dimension politique, évidemment, et qui est régie par des normes, par des programmes, par des savoirs à transmettre, etc., et par des exigences collectives. Donc, d'une certaine manière, on peut parler d'une libération des enfants. C'est le titre d'un livre qui a maintenant une quinzaine d'années, d'Alain Renaud, La libération des enfants, victoire. Ça rejoint aussi le passage de l'hétéronomie à l'autonomie. Tout le monde est heureux parce que les enfants ont vécu très longtemps dans une soumission, l'obéissance au père, etc., dans des carcans. Il y a une certaine libération. Mais en échange de ça, bizarrement, le passage à l'âge adulte est devenu très difficile, à tel point d'ailleurs qu'il ne voit pas bien beaucoup de raisons de devenir vraiment adulte. Il y a un collègue qui a travaillé là-dessus, l'enfant, l'immaturation prolongée des jeunes, mais ça a quelque chose à voir avec ce processus-là. Il y a beaucoup de difficultés de ce fait dans l'éducation familiale. Maintenant, il y a un vocable à la mode, c'est la reparentalisation, parce que les parents eux-mêmes, voyant ce jeune qui est libre et qui est semblable à eux, se demandent ce qu'ils peuvent lui suggérer ou lui imposer, si ce n'est de bâtir lui-même son projet et son cursus scolaire. Et donc, on évite de ce fait de poser les vrais problèmes qui touchent
le système éducatif et qui serait peut-être quand même, qui serait peut-être nécessaire d'analyser parce qu'ils ne sont pas insurmontables, tout simplement. Ils relèvent d'une prise de conscience, mais d'une prise de conscience générale, hein, pas seulement des enseignants. Moi, je passe mon temps à dire les enseignants sont directement au front, mais toute la société est concernée par ces questions-là. En particulier, ce qu'on constate, c'est une disparition de la psychologie de l'enfant. Moi, dans ma longue carrière, je me souviens, j'ai toujours formé des enseignants dans différentes instances, à l'université ou dans la formation initiale. Et il y a 40 ans, on faisait beaucoup de psychologie de l'enfant encore. Donc, il y avait le sentiment, quand même, que l'enfant, c'était un être qui avait des aptitudes, toutes les compétences similaires à celles de l'adulte, mais des compétences en gestation, à développer, à faire travailler. Et aujourd'hui, ça s'est fait subrepticement, hein, sans bruit, mais il y a un petit retour avec les neurosciences maintenant. Je pense que ça va donner, il faut attendre un moment. Mais il y a un désintérêt pour les besoins de l'enfant, sa condition, sa situation, ce qu'il vit réellement dans la famille, dans l'école, etc. On s'intéresse beaucoup plus aux techniques pédagogiques, comment faire, ce qu'il faut faire pour faire apprendre telle ou telle chose, qu'à, on va dire, ses besoins, pour employer un terme assez banal. Donc là, il y a un vrai problème. Le troisième, ça c'était le statut de l'enfant. Le troisième point que je voudrais évoquer, pas trop longtemps parce que c'est très sensible, je crois, dans nos esprits, c'est la question de l'égalité dans l'éducation. Mais c'est quand même la pierre d'achoppement de la démocratisation de l'école. L'école démocratique, c'est une école qui affirme l'égale dignité des individus, mais du coup, elle se rend incapable de cerner les différences entre les individus, et donc elle met en question ce qu'on a appelé au début de l'école républicaine chez nous, on va dire démocratique, la méritocratie, c'est-à-dire une mission qui était une mission proprement démocratique, qui était de donner à chaque enfant ses chances, c'était l'égalité, ce qu'on appelait l'égalité des chances, en fonction de ses mérites et de son talent. Cette notion de méritocratie a été balayée pour des raisons que je peux vous expliquer. J'ai fait des cours très longs là-dessus, je ne peux pas résumer en 5 minutes, mais vous les voyez. Il y a eu une critique sociologique, il y a eu une critique culturelle, les transmissions culturelles, d'où vient le mérite, c'est autant la famille que le travail de l'individu, etc., etc. Bref, c'est une notion extrêmement compliquée à gérer, mais du coup, on a instauré un aveuglement obligatoire aux différences. Et je peux vous dire, pour travailler justement dans un groupe d'experts sur ces questions-là, eh bien, la tendance aujourd'hui, c'est de faire passer tous les enfants sans se préoccuper de savoir s'ils ont acquis telle ou telle chose et ce qu'on pourrait faire surtout pour qu'ils les acquièrent, les choses en question. Hein, qu'est-ce qu'on a ? On parle de remédiation, j'aime pas le terme parce qu'il est un peu clinique et médical, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les jeunes ? Eh bien non, on reporte le plus loin possible le moment où on va s'apercevoir que, effectivement, on aurait dû leur apporter telle ou telle aide, tel ou tel outil. Et l'expérience que j'ai des premières années d'université, c'est dramatique parce que les jeunes nous disent « Mais madame, j'ai eu mon bac, j'ai fait mes études secondaires, et je m'aperçois que je suis incapable de suivre un enseignement à l'université. On m'a floué, on m'a trahi. On m'a dit que ça marchait, que j'étais bon, etc. Et en fait, c'était du bidon. On ne m'a pas donné les outils pour réussir. Alors, la dédémocratisation de l'école, parce que il nous est arrivé d'aller jusque-là, c'est effectivement de constater qu'après une période ascendante en termes de réponse de l'école à cette question de l'équité sociale, même si c'est jamais parfait, évidemment, on ne peut pas balayer les différences familiales, on ne peut pas balayer la pauvreté et la misère de certains milieux, même si on fait des efforts, et cette misère se répercute aussi sur les capacités d'apprendre, on le sait, on ne peut pas balayer tout ça, mais on peut quand même, si on a ce souci justement de l'équité et qu'on n'est pas
obstrué, bouché par ce refus absolu de distinguer, de discriminer, hein, cette volonté d'égaliser à tout prix, on peut justement donner à ceux qui ont moins les outils pour réussir. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal à le faire, et c'est une demande des familles aussi, hein. L'intégration scolaire, la mixité sociale à l'école, c'est la demande de ne pas extraire certains enfants, ce qu'on comprend très bien, mais on peut le faire intelligemment, hein. Les aider, c'est pas forcément les extraire. Et donc, on a un accès aux positions supérieures du système scolaire qui est en régression régulière. Je pense que ça doit être le cas en Belgique. Si ce n'est pas le cas, vous me le direz tout à l'heure, mais en tout cas, en France, c'est très clair. Et la dernière transformation, ça concerne le sens qu'on peut donner au savoir. Et là, je ne voudrais pas m'attarder. Le dernier chapitre de notre bouquin « Transmettre, apprendre », c'est moi qui l'ai rédigé, et ça porte sur Internet et l'usage qui est fait d'Internet et la projection énorme qu'on peut faire sur apprendre autrement avec Internet, etc. Ces questions et cette attente vis-à-vis d'Internet relèvent du fait que, depuis un certain temps, on s'aperçoit que la grosse demande qui est adressée à l'école, à l'institution scolaire, c'est quel est le sens des savoirs. Pourquoi vous apprenez, vous enseignez ceci et cela? Les élèves demandent, les enseignants, on leur dit, vous devez expliquer pourquoi, quel est le sens des savoirs que vous transmettez, etc. Quelle est la signification de cette demande? Nous, alors, il y a eu des grands travaux très intéressants, hein, sur les obstacles psychologiques, dans le rapport au savoir, etc. Mais y compris d'ailleurs, à une certaine époque, la peur du déclassement, hein, ou du surclassement, c'est-à-dire de quitter son milieu familial. Bon, il y a énormément de travaux. Là, on ne peut pas dire que le problème n'a pas été traité. Mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'individualisation et l'homogénéisation de l'enfant et de l'adulte, etc., il y a une chose à laquelle on ne pense pas, c'est que le savoir ne peut pas avoir du sens s'il n'est pas la condition de l'accès à un autre statut, à une émancipation, à une indépendance. Si l'enfant est déjà libre à 2 ans et demi, à quoi lui sert d'apprendre quelque chose, hein? À quoi va lui servir le savoir? Si ce n'est, alors c'est ça la transformation d'aujourd'hui, qu'on n'avait pas au début de l'école projet démocratique, c'est l'utilité. C'est-à-dire, tu dois travailler pour avoir un bon métier, pour avoir des bonnes ressources plus tard, pour avoir une bonne place dans la société. Au niveau de l'économie subjective, il y a perte de savoir dans la mesure où ceux-ci ne sont plus l'objet d'un désir qui outrepasse leur utilité. Il n'y a aucun désir profond de grandir et d'acquérir des connaissances. Et sur Internet, moi j'ai consulté des avis de jeunes là, qui disent « je cherche quand ça m'est utile, hein, c'est ça, quand j'ai besoin de quelque chose, j'y vais ». C'est toujours le critère de l'utilité qui règne aujourd'hui, et pas du tout la formation globale qui va se traduire dans l'esprit du jeune par justement ce désir de comprendre le monde dans lequel il vit, même si ce n'est pas directement utile, mais pour pouvoir y agir, y intervenir, s'y insérer, participer à une œuvre collective. Ça, c'est pas la dimension qui est valorisée par les nouvelles technologies et par l'idéologie ambiante. Et donc, la perte du sens du savoir se fait en grande partie, à mon avis, liée à ça.